à tous, bonjour à tous. Cette semaine, nous allons faire un gros focus sur le marché de la moto électrique. Nous recevrons notamment le responsable de la marque de deux roues zéro émission qui s'appelle Zero, tout va bien. Et puis on vous emmènera faire un petit tour en Formule 1 chez Audi qui va arriver dans la discipline en 2026. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Alors les voitures passent à l'électrique et les deux roues aussi. Alors d'équivalent du 50 cm3 version zéro émission au gros scooter BMW CE04, de nombreuses marques travaillent sur des modèles électriques. Mais pour autant, pour les petites cylindrées, on sent qu'il y a une certaine impétence des consommateurs. Mais sur les plus gros modèles, on sent que les constructeurs cherchent encore leur clientèle. Bonjour Pascal Samama. Salut Pauline. Journaliste moto BFM Business. Alors ça décolle le marché de la moto électrique ou pas trop ? Pas trop quand même, moins qu'on pouvait s'y attendre avec les législations qui sont tombées, avec les petites aides qu'il y avait, beaucoup moins. En 2022, il s'est vendu en tout 183 000 motos en France. L'électrique, tout confondu, les 50, les 125, les scooters, les motos, c'est 3%. 5600, environ 5600 Oui, véhicules sur la voiture, électriques. on est à 11-12%. Voilà, donc c'est pas grand-chose. Et pourtant, comme je disais, on pouvait s'attendre vraiment à un engouement pas volontaire, mais contraint sur les deux roues électriques, notamment à cause du stationnement payant à Paris. Ça, globalement, ça a surtout servi aux scooters 50 cm3, enfin équivalent 50 cm3, Thermique, qu'on du même coup fait électrique, aussi. qu'on même fait de la concurrence au vélo, parce qu'un scooter 50 cm3, il n'y a pas de permis, ça ne se vole pas, c'est immatriculé, donc il y a beaucoup de gens qui ont préféré acheter un scooter plutôt qu'un vélo. C'est aussi étonnant que ça, mais c'est arrivé. Donc la conversion finalement tant attendue et qui était boostée par cette décision de la mairie de Paris, on ne la retrouve pas en région parisienne. Non, la conversion, on ne la retrouve pas. Mais par contre, les spécialistes de l'engin électrique, du scooter et de la moto électrique, eux, leurs ventes, elles ont quand même progressé assez fortement. On voit Super Soco, le français, chinois, c'est plus 447% en 2022, 78% pour Zero, ce qui est important quand même. Il n'y a pas les mêmes phénomènes dans la moto thermique. Et les fabricants de scooters électriques, les nouveaux venus, Ziway, New, Motron, Ibro, eux, leurs ventes, elles ont explosé avec des centaines de ventes de motos. Et puis il y a un ovni, c'est BMW, avec ce scooter au design futuriste, le CE04. Ça, personne ne comprend pourquoi. C'est le prix normal, c'est environ à partir de 12 000 - 13 000 euros. Donc c'est Un super cher scooter quand même. électrique, c'est pas donné, c'est très cher pour un engin de qualité, c'est dans les prix. Il est totalement électrique et pourtant il se vend super bien. BM comptait en vendre 1200, ils avaient prévu d'en produire environ 1200 pour la France, ils ont quasi doublé ce chiffre. Mais alors du coup, pourquoi finalement cette proportion de l'électrique, elle reste quand même assez faible sur le marché du deux roues ? Pourquoi ? Parce que déjà, je crois qu'il y a un phénomène, c'est que les motards n'en veulent pas vraiment et que les motards, c'est les clients des grands constructeurs de motos. Et si les motards ne veulent pas de moto électrique, les constructeurs ne développent pas l'offre. On a vu chez les Allemands, BMW est le seul à en avoir sorti un, et c'est un scooter. Chez les Américains, j'exclus Zero, qui est un constructeur spécialisé, on va en reparler tout à l'heure, mais le seul qui s'est lancé, c'est Harley avec la Livewire. Et la Livewire, ça marche pas ? Ils en ont vendu 600 en 2022. Et 600, je ne parle pas de la France, dans le monde entier, ça représente 0,3% des ventes mondiales d'Harley-Davidson. J'ose pas dire échec commercial, c'est mais courageux de pas le loin. lancer, Oui. mais ce n'est pas un succès commercial. Et après, d'autres disent, il y a beaucoup d'experts qui disent, tant que les Japonais ne seront pas lancés dans la moto électrique, les Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, le marché ne décollera pas vraiment. Mais Kawasaki, justement, eux, ils ont envie d'y aller dans la moto électrique. Eux, ils pensent devenir une marque 100% électrique en 2035. Ils ont même dit qu'ils allaient sortir une dizaine de modèles électriques en 2025, donc dans un an et demi environ. Ils partiraient sur une moto hybride même, thermique électrique. Ils sont en train de développer le prototype d'une Ninja. Ninja, c'est quand même le modèle emblématique de la marque en hybride. Ils travaillent aussi sur d'autres types de motorisation. Bref, ils vont
ils vont tenter de réduire l'équation, de trouver une solution à l'équation qui fait le plaisir de la moto, le plaisir de rouler à la moto, le bruit, les vibrations, etc. et se mettre en accord, bien sûr, avec la réglementation écologique. Et du coup, dans les marques européennes, on a aussi des tentatives d'arriver sur du zéro émission d'une manière ou d'une autre? Triomphe a souvent parlé d'une moto électrique, on ne l'a pas encore vu. Ducati a développé une moto électrique, mais une moto électrique pour la compétition. Ducati, ils sont dans la compétition, ils sont arrivés premiers au Grand Prix cette année. C'est quand même quelque chose d'important. Pour le grand public, le patron de Ducati a dit tant qu'on n'arrivera pas à faire des motos qui ont une autonomie, un poids, tant que la technologie des batteries n'aura pas évolué, on ne se lancera pas dans le grand public là-dessus. Bon, merci beaucoup Pascal Sama pour ce constat qui est quand même assez sombre. Tu restes avec moi, on accueille tout de suite nos invités. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Et alors nos invités cette semaine, puisqu'ils sont deux, ils connaissent très bien ce secteur du deux roues. Bonjour François Bestel. Bonjour. Vous êtes responsable de la marque Zero Motorcycle pour la France. Alors Zero Motorcycle, c'est un constructeur, Pascal le disait à l'instant, qui est spécialisé dans le deux roues électrique. Vous ne faites que de la moto électrique. Et puis à vos côtés, on retrouve Philippe Monneret. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas s'il faut vraiment que je vous présente, puisque on vous connaît vraiment, vous êtes un champion de moto. Vous avez aussi une moto-école dans les Hauts-de-Seine. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que... Pas que dans les Hauts-de-Seine, hein. Mais notamment dans les Hauts-de-Seine, et c'est parce qu'on vous a invité parce qu'on avait envie de parler avec vous justement de votre formation spéciale de roue électrique qui est justement dans votre moto-école des Hauts-de-Seine. Et vous, Philippe Monneret, quand on regarde tous les chiffres que donnait Pascal, on a l'impression que finalement le deux roues électrique, ça ne concerne personne. Vous, dans votre moto-école, vous avez des élèves qui viennent vous voir et qui vous disent « Moi, je faisais de la moto, je veux passer aux deux roues électriques » ou « Je ne faisais pas du tout de deux roues, mais j'ai envie de m'y mettre avec le scooter électrique, par exemple ?» J'en ai pas beaucoup qui veulent faire de l'électrique, des motards qui veulent passer à l'électrique. En revanche, tout ce qui est scooter 50 ou 125, ça a été bien présenté. C'est vrai qu'en ville, c'est parfait, puisque c'est un engin automatique. Qu'il soit thermique ou électrique, ça ne change pas vraiment les choses. Donc on a quand même pas mal de gens qui viennent pour cette formation. Mais c'est vrai que l'engouement n'est pas si énorme que ça, parce que je vois beaucoup de jeunes de 14 ans et qui me disent « Bah oui, mais l'électrique, ça ne fait pas de bruit, on ne nous entend pas arriver et qui adhèrent moins qu'au thermique. Mais je suis un peu déçu quand même de ce côté électrique, mais ça permet quand même de pouvoir donner des cours et d'avoir des pistes dans des endroits où on ne pourrait plus les avoir en thermique. Parce que pouvoir rouler en électrique, c'est aussi respecter la planète à certains endroits. On reporte un peu le problème, parce qu'il faut bien charger les batteries et que ça soit produit quelque part, cette électricité. Mais quand même, l'électricité, le moteur électrique en ville, c'est pas mal. François Bestel, Philippe Monneret nous redonne un peu d'espoir. Le constat, il était quand même assez sombre quand il a été dressé par Pascal. Vous, comment vous en sortez? Parce que vous vendez que des électriques, donc vous n'avez pas trop le choix, vous ne pouvez pas aller chercher notre clientèle. C'est vrai qu'on est le constructeur historique. Depuis 2009, on ne fait que ça. On ne vend que des motos électriques. Et il est vrai qu'on a un énorme travail d'évangélisation. Il faut qu'on fasse essayer nos motos pour que les gens comprennent la différence entre une thermique et une électrique et que c'est toujours un plaisir, mais qu'il est différent. Mais du coup, vos clients, ce sont des clients historiques qui avaient une moto avant et qui veulent passer à l'électrique, ou ce sont, comme chez Philippe, des nouveaux venus qui se disent « Tiens, je m'achèterais bien ça pour rouler en On voit de tout. On voit des gens motivés par le fait de se dire... vous savez, pendant les 2 confinements, les gens ont découvert la vertu du silence. Et en fait, il y a des gens qui se sont dit « Tiens, j'en ai un peu marre de faire de bruit, je voudrais faire beaucoup moins de bruit. » Avec les températures qui montent, on se rend compte qu'on n'a plus un véhicule entre les jambes, je dirais, qui dégage de la chaleur. Il y a plein de motivations différentes. Il y a une part d'écologie aussi, sur le bilan carbone. Il y a plein de choses. Et c'est vrai qu'on voit des gens vraiment de tout profil. Philippe, je vous sens réagir. Oui, parce que c'est bluffant quand même de monter sur une moto électrique. Il y a beaucoup de couples, ça accélère fort. Les châssis sont des châssis classiques, donc ça tient par terre. Le problème, c'est un tout petit peu plus lourd, mais je pense qu'on va pouvoir travailler pour... C'est comme si on était tout le temps avec un plein d'essence, voilà, avec une machine thermique, un tout petit peu plus encore. Le seul problème, c'est l'autonomie. Et c'est vrai que quand on va pouvoir... Si on tire vraiment dedans, et nous, on en a essayé... Alors, c'était une autre marque, mais sur le circuit Paul Ricard, dès qu'on prend la ligne droite d'un kilomètre 8, on consomme énormément de batterie et il n'y a pas assez d'autonomie. C'est ça le problème de l'électrique. Sinon, c'est super sympa à conduire. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, en plus de la technologie qui doit évoluer,
une déconnexion avec la législation, par exemple avec les permis. On voit par exemple qu'une moto électrique 125, c'est quasi plus puissant qu'une 500 cm3 thermique. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir, mais plus en profondeur? Et ça y joue avec la législation et l'homologation. On applique l'homologation dictée par Bruxelles. Tout à fait. Et on est homologué. Alors expliquez du coup à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne homologués. connaissent pas forcément le monde du deux roues, de la moto, Alors des différents permis aussi bien que vous. Tu vas expliquer la façon dont c'est homologué, mais c'est surpuissant par rapport à un moteur thermique. Ça n'a rien à voir. Une machine le moteur thermique va faire environ 15 chevaux, va être bridé à 15 chevaux. Une électrique, c'est tout de suite 40 ou 45 chevaux pour la même homologation. À peu près. Hein. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. François Mescal, expliquez-nous. En tout cas, quand tu montes dessus, tu le sens. En fait, en Europe, c'est un peu technique, je suis désolé, en Europe, tout véhicule, 2 roues, 4 roues, ce que vous voulez, qui a une plaque d'immatriculation, passe sur un banc de puissance pendant 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, on note la puissance existante à 30 minutes. Ni moyenne, ni médian, ni rien. Donc nous, les moteurs chauffent au bout d'un moment, donc on pondère l'énergie qu'on lui envoie, et c'est pour ça que nous, les moteurs, quand ils sont très chauds, sur certaines de nos motos, font 15 chevaux lorsqu'ils sont très chauds. Et vous parlez des scooters à succès en ce moment en France, c'est la même chose pour eux, ils font 47 chevaux et quand ils sont très chauds, ils descendent à 15 chevaux. Ouais. Donc nous, c'est pareil, on a des modèles, d'ailleurs 50% de nos ventes sont des 125 équivalents, mais effectivement, à l'utilisation, sont nettement... Donc c'est un peu ce que j'ai dit, quoi. Hein globalement. Globalement, on a une formation, dictée, on a quand même une formation légère, qui nous permet normalement de conduire quelque chose qui fait 15 chevaux. Et là, on conduit quand même quelque chose qui est beaucoup plus puissant, avec une formation rapide. Bon, juste, il faut quand même le dire. C'est combien de temps la formation, du coup, Philippe? C'est une formation 7 heures pour la formation 125. Comme sur un 125 classique. Voilà, non, mais c'est celle-là. Donc on flirte quand même avec... voilà. Et après, celui qui veut passer son permis moto sur un thermique, pendant 2 ans, il va être limité avec 47 chevaux 5 seulement. Alors qu'il a fait, je peux pas conduire beaucoup d'heures de conduite. Donc on est quand même sur deux mondes différents. Mais si on revient justement à ces clients, donc on voit que c'est surtout finalement des nouveaux clients qui viennent à l'électrique d'une manière ou d'une autre. François, vous pouvez nous décrire un peu qui vous voyez rentrer dans votre concession et vouloir acheter ce genre de moto? Alors, dans notre réseau, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment tous les profils. Ça va de l'informaticien, ça va des gens avec un soupçon d'écologie, ça va avec des gens qui ont un besoin parce que la ZFE arrive chez eux. Il y a aussi à Paris avec le stationnement payant. Il y a vraiment tout type de motivation qui fait qu'ils ont envie de rouler sur une zéro. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vraiment un taux de satisfaction énorme quand on fait essayer pour la première fois nos motos, parce que c'est vraiment bluffant et très, très agréable. C'est encore plus clivant que la voiture, la différence entre une voiture thermique et une voiture électrique. La moto, nous, on est dans un produit surtout de passion. Et en fait, dès que vous essayez ça, vous découvrez quelque chose de nouveau. Mais vraiment, ça reste une moto. Mais les sensations sont complètement nouvelles. C'est donc cette accélération assez puissante, c'est ça qui... Le côté aucune vibration, on a l'impression que les pneus nous parlent. Enfin, c'est vraiment assez rigolo. Ça glisse. Ça fait science-fiction un peu quand on a connu le moteur thermique pendant des années. Là, ça fait un sifflement, ça accélère fort. Voilà, c'est super à piloter, c'est vraiment super. Donc finalement, on n'est pas comme dans l'automobile où des fois on se dit ok, je vais troquer le bruit agréable de ma voiture pour une voiture électrique où ça va peut-être me manquer, les vibrations vont me manquer. Là, sur la moto, finalement, vous vous dites non, c'est super pour ça, on passe... Ça c'est autre chose. Ça, je n'ai pas parlé de ça. Parce que la passion du bruit et du moteur, là tout à l'heure on parlait de Ducati, forcément un V4 ça fait un beau bruit, voilà, un 3 cylindres ça fait un beau bruit, mais est-ce que c'est toujours dans l'air du temps ça, ces choses-là? Voilà, à un moment donné, il va quand même avoir une bascule. Alors, est-ce que ça va être le moteur électrique? On peut se poser la question. Moi, je ne pense pas. Je pense que ça sera ou hybride, avec du carburant plus propre, mais on pourra rester avec des moteurs à explosion. On travaille là-dessus. Soit de l'hydrogène. Et on voit les bus, par exemple, les camions qui viennent à l'hydrogène. Et il y a même des prototypes. Je sais qu'il y a un scooter Suzuki en Angleterre qui roule, qui est testé en hydrogène. Yamaha a aussi des protos à hydrogène. Voilà, il y a plein de choses, plein de pistes. Il ne faut pas que ce soit... Je pense qu'on a eu tort, c'est que c'est les politiques qui ont dicté un peu le chemin, alors qu'il faut que ce soit quand même les ingénieurs à les laisser faire. Et c'est pour ça qu'on est revenu en voiture, à mon avis, en 2035, à la fin du thermique.
Sur le silence, est-ce que le bruit à moto, il y a ce débat toujours, c'est pas un gage de sécurité dans la circulation? Est-ce qu'un engin totalement silencieux, c'est pas un engin qui peut se mettre en danger? Alors, il y a deux choses. Si vous servez d'une pollution pour rouler, Bien sûr. c'est pas très vertueux. Par contre, si vous avez une moto en Euro 4, Euro 5 et que vous approchez d'un véhicule qui est fermé et qui écoute la radio, tant que vous n'êtes pas à côté de lui à sa fenêtre, il ne vous entendra jamais. Donc, et les normes vont être renforcées au niveau du bruit en Euro 5+, qui arrive en 2024. Donc ce problème se posera plus. En fait, on se sert d'une pollution pour rouler plus fort ou plus vite, comme on dit dans la moto. Ouais, ouais. Si on ne fait pas de bruit, on roule moins fort et moins vite, donc on est encore plus sécure. Il y a un bruit qui est demandé aux motos électriques, comme sur les voitures électriques, où elles doivent faire un petit bruit justement pour ces questions de sécurité, pour les piétons, etc. Pour l'instant, l'Europe ne nous a rien dit dans ce sens. Ça avait été envisagé pour les voitures à l'époque, justement, et ça devait rentrer comme une espèce d'obligation pour qu'on puisse entendre une voiture arriver, qu'un piéton puisse entendre une voiture arriver. En moto, vous ne le souhaitez pas spécialement. Enfin, c'est pas... Non, une fois de plus, est-ce que c'est dangereux d'être précautionneux? Oui, voilà, C'est un peu le débat qu'on avait avec les moteurs thermiques ou ceux qui roulent et qui roulent toujours, certains, avec des pots libres, disent je veux qu'on m'entende arriver. Il faut qu'ils arrivent moins vite et il n'y aura pas ce problème. Il faut faire attention. Je pense que c'est ça. C'est l'argument de vente d'Akrapovic. Juste pour revenir sur le côté, c'est vrai qu'on respecte plus en ville, mais à un moment donné, il faut quand même charger les batteries. Et voilà, il faut produire cette électricité. Et en ce moment, on a voulu des véhicules électriques, mais on a tout fait pour plus avoir d'électricité, en tout cas en France. Donc il y a quand même quelque chose d'antinomique, c'est bizarre. Pour ça, on pense a priori, RTE avait l'air assez rassurant sur la possibilité justement de plus grande flotte de voitures, plus grande flotte de motos. On pourrait s'en sortir. Mais optimistes depuis 15 ans, 16 ans. Mais du coup, Pascal en parlait tout à l'heure, il y a aussi la concurrence avec les vélos électriques, parce que finalement, en termes de prix, sur un petit scooter ou un vélo électrique de qualité, est-ce que ça, c'est deux marchés qui se télescopent, c'est les mêmes clients? Pas pour zéro. Quand vous voyez, je ne suis pas spécialiste du vélo, mais depuis l'été dernier, le marché du vélo va plutôt mal. Parce que les gens, il y a eu un vrai engouement, il y a des aides de l'État, et en fait, on se rend compte que les gens, à partir de 7 km, ça commence à être compliqué pour aller tous les jours, contre vents et marées, je dirais, à vélo, au travail. Donc effectivement, la voiture, ça protège des conditions de météo, la moto un peu moins, mais en tout cas, on y va plus vite, et surtout, on s'en sert pour autre chose. Le scooter protège quand même pas mal. On peut mettre un pare-brise, on a un coffre pour mettre ses affaires. C'est pas mal adapté pour le côté pratique. Quand on cherche scooter 50 cm3 électrique sur Google, on tombe sur des engins à 1 500 €. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est le prix d'un vélo. Oui, d'un vélo électrique. Ça vaut ce que ça vaut, je suis d'accord, mais... Mais alors, le vélo électrique, le VTT électrique, le vélo, moi j'ai plein de vélos électriques. J'adore ça. Et pour aller se balader, quand on est un peu plus vieux, c'est bien d'avoir une petite aide électrique. Non, c'est super. François, vous parliez d'aide à l'instant. On sait que dans la voiture, le bonus écologique, c'est un vrai game changer qui fait que les gens vont se dire là, on me donne un coup de pouce, donc j'y vais. Dans le deux roues électrique, il y a des aides. Comment on accompagne les gens qui se disent aujourd'hui, sur le deux roues électrique premium, on est à peu près à 900 € d'aide. Sur une moto qui coûterait à peu près combien pour que nos téléspectateurs se rendent compte? Je vais parler aussi généralement de la filière. Entre 12 et premium, c'est au-delà de 10 000 €. Donc entre 12 et 30 000 €. Il y a 900 € d'aide tout court, et c'est vrai que c'est pas assez. Aujourd'hui, si vous voulez faire au moins 200 km et charger un petit peu rapidement, il faut investir 20 000 €. Donc ça correspond à une voiture électrique, genre Dacia Spring, etc. Ouais. Et aujourd'hui, Dacia Spring, il y a quoi, 5 000 6 000 € d'aide plus la prime à la conversion. Aujourd'hui, nous, on n'a pas la prime à la conversion et on n'a que 900 €. Ce serait un levier, ça? Ah oui, clairement, oui. C'est un levier qui est demandé, qui est attendu même. Très, très clairement. Et pour rebondir tout à l'heure pour deux sujets précédents, au niveau du bruit, en fait, quand vous allez dans les auto-écoles, les moto-écoles de Philippe, on ne vous apprend pas à écouter, on vous apprend à regarder. Le bruit n'est pas une notion dans la sécurité routière. C'est la question que je voulais poser à Philippe. Philippe, vous êtes pilote, vous êtes fils de pilote. La technique de pilotage, pour vous, c'est au centre de la sécurité. Est-ce qu'on conduit pareil, une moto électrique et une moto thermique? La technique, c'est au centre, mais il y a aussi le comportement, parce qu'on peut avoir une très bonne technique si on est un peu... si on exagère, ça ne va pas. Mais une moto électrique, tout à l'heure, on parlait du coffre de ces motos électriques, c'est ça qui change. Mais alors, électroniquement, ils ont beaucoup travaillé pour ces motos, ce qu'il n'y avait pas au début, d'ailleurs. Cet anti-patinage, ça a été beaucoup travaillé sur zéro. On ne peut pas hériter de toute la technologie du thermique. Ouais. Donc, en fait, on est obligé de développer par nous-mêmes ou avec notamment Bosch,
On a développé l'antipatinage, on est les premiers à faire ça, l'antipatinage à l'accélération comme à la décélération. Alors, j'étais un peu technique, mais sur une moto thermique, l'antipatinage à la décélération, il est mécanique. C'est quelque chose qui se déboîte, je dirais, l'anti-dribbling. Nous, il est vraiment réactif, et d'ailleurs, Bosch était épaté de pouvoir régler l'antipatinage au centième. Donc, c'est encore plus sécure. C'est que si vous ne perdez pas, on va dire, la roue avant, la roue arrière, vous ne la perdrez jamais, 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 jamais. Donc, c'est encore plus sécure qu'une thermique. L'antipatinage est encore plus efficace qu'une thermique. L'accélération, on ne peut pas la perdre. Mais plein angle sur de l'eau ou sur de l'huile, on peut la perdre quand même. Hein. Mais non, parce qu'il faut faire attention. Non, mais si, on peut tomber quand même. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas tomber. Il faut quand même faire les choses dans les règles. Mais c'est vrai que techniquement, ils ont fait des choses incroyables. Ils ont beaucoup bossé chez Zero. Et voyez un dernier exemple, la dernière génération de nos batteries, en fait, on connaît tous les fameuses piles, je dirais, des batteries Tesla, etc. Nous, nos batteries, elles ont une forme de cellule de smartphone. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça prend moins de place. Et en fait, aujourd'hui, la Mercedes très haut de gamme hérite de notre technologie avec notre fournisseur de batteries. Et Mercedes arrête. Elles sont plus légères. Elles prennent moins de place. Elles sont plus légères, elles sont plus moins de place. On parlait tout à l'heure du poids. Philippe parlait du poids en disant c'est une moto avec le plein. Effectivement, nous, ce qu'il faut vraiment essayer de faire, c'est d'avoir une moto légère et qui va le plus loin possible. Et en même temps, qui recharge rapidement. Donc tout ça combiné, c'est pas une science si facile que ça. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les batteries, la batterie elle fait à peu près 80 kg sur votre machine, et le moteur fait 15 kg. Et c'est un peu l'inverse sur une moto thermique, c'est le plein d'essence c'est 20 kg et le moteur va faire 65 kg. Donc on est un tout petit peu plus léger. L'essence va diminuer à un moment donné, forcément, mais ça change un peu. Donc ils ont besoin de travailler un petit peu sur le poids. Ouais. Donc messieurs, finalement, on voit que la moto électrique a quand même un avenir. On pense qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, allez essayer. On y croit. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Pascal Samama, merci beaucoup. François Bessel, Philippe Mondret, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et on termine cette émission avec d'autres bolides. La nouvelle saison de Formule 1 a débuté il y a quelques jours et certains pensent déjà au-delà de 2023. C'est le cas d'Audi qui va revenir en 2026 et Sialakwa nous explique tous les enjeux de cette arrivée pour la marque aux 4 anneaux. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Aujourd'hui, on est avec Audi et son premier chocard de Formule 1. Et oui, le constructeur allemand va faire son entrée dans la discipline en 2026. On va découvrir tout ça. Été 2022, Audi a annoncé ses débuts comme motoriste en Formule 1 pour 2026. Une entrée en accord avec le changement de réglementation prévu par la Fédération internationale de l'automobile entre électrification et carburant plus durable. Grégory Guillardon, porte-parole d'Audi France. Audi veut être un acteur majeur de ce changement et de l'écriture de cette nouvelle ère de la F1 plus durable, à la fois par la maîtrise de ses budgets, par rapport à la recherche d'un carburant 100% durable et puis la volonté d'avoir des motorisations qui soient électrifiées. À l'horizon 2026, on travaille, nous, en tant que constructeurs, avec la FIA pour développer ensemble une unité de puissance qui soit à la fois électrique et à la fois à combustion, mais encore une fois avec des carburants de synthèse beaucoup plus durables. Audi a présenté en février ce chocard qui reprend les codes couleurs de la Audi RSQ e-tron et de l'Audi S1 e-tron qui ont toutes les deux couru sur les circuits de rallye. C'est aller puiser dans l'héritage, donc la Quattro S1 des rallyes, et aller écrire la nouvelle ère de demain avec un véhicule 100% électrique. Ce chocard, pour le moment, c'est une coque vide, puisque effectivement Audi Sport travaille sur la partie motorisation. Ce qu'on peut dire sur ces technologies, c'est qu'on commence à avoir une voiture qui a beaucoup d'empattement, qui est extrêmement longue. Cette voiture, elle va intégrer une batterie, car les valeurs de cette voiture, c'est d'avoir à la fois une unité électrique, avec une batterie qui va développer a priori 475 chevaux, une unité de commande qui va permettre de réguler à la fois la partie électrique et la partie combustion, puisqu'on aura un 1,6 litre, un moteur thermique, qui lui développera 540 chevaux. Et donc on aura une gestion de ces deux motorisations avec une batterie et une régulation de tout ça. Et on travaille également en termes de spécificité technique avec la FIA pour développer avec d'autres constructeurs un carburant plus durable pour la partie donc moteur à combustion. Et c'est l'écurie suisse Sauber qui a été choisie par Audi pour sa première entrée en F1. Aujourd'hui, en février, c'est déjà 240 collaborateurs qui travaillent sur ce projet chez Audi Sport pour développer donc ce projet F1. Et en plus de tout ça, on s'appuie sur les compétences de Sauber et de leurs ressources, de leur ingénierie pour aller développer donc la F1 et le projet F1 de demain.
En plus d'Audi, d'autres constructeurs comme Ford ou encore Honda feront aussi leur retour en F1 en 2026. Il faut reconnaître un truc, la Formule 1 c'est une grosse plateforme de communication, y compris pour d'autres marchés que nos marchés européens, notamment aux États-Unis. D'autres constructeurs ont envie de surfer sur cette plateforme de communication et en même temps de recherche et de développement de la compétition qui à la fois nous permet de faire des bureaux d'études et de développer des choses extrêmement pointues en technologie et qui ont des répercussions sur les modèles de demain, puisque demain en 2026, pour Audi, c'est aussi le changement radical de lancer des véhicules 100% électriques. Donc toute la recherche et développement de la Formule 1 va avoir un bénéfice sur nos véhicules de série dès 2026. En attendant de voir Audi courir sur circuit en 2026, vous pouvez découvrir la livrée concept Audi dans le jeu F1 22. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.